Thierry Breton, bonsoir, bienvenue. C'est le regard de Thierry Breton sur les circonstances extrêmement tendues que nous avons sous les yeux. C'est l'annonce du gouvernement qui pourrait survenir à tout moment dans un climat de grande incertitude, de grande tension. Est-ce que vous avez été vous-même sollicité, Thierry Breton ? On ne va pas rentrer dans ce petit jeu. C'est Alice Rochebin. Vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe. Si ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on appelle plus vraiment un perdreau de l'année. Donc, on est testé. Alors, depuis que Monsieur Le Cornu est au pouvoir, oui, j'ai été testé. Voilà. On est co-testé. Alors, comment est-ce qu'on est testé, on est testé, Comment est-ce qu'on est testé ? C'est le coup de fil de qui vous teste ? On est testé, c'est tout. Ouais, voilà. Ouais. On vous met un petit... mais on teste beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas été plus loin dans le test ? Parce que j'ai été testé, voilà, c'est tout. Et vous n'aviez pas envie d'être testé plus loin ? Eh bien voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ah. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On comprend que vous avez été testé. Thierry Breton, attardons-nous, on va s'attarder bien sûr à ce qu'on vient de discuter là, c'est-à-dire l'effet réel de tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une possible suspension de la réforme des retraites. J'aimerais d'abord votre regard sur ce qui est en train de se passer. On voit à quel point Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu tentent leur chance. Est-ce qu'ils ont raison simplement ? Ils sont en but à beaucoup de critiques. Est-ce qu'ils ont raison d'essayer, de dire, voilà, on essaie ? Je crois qu'il faut, si vous permettez, se mettre aussi une seconde, beaucoup le font du reste. Donc on va s'y mettre nous également, Darius Rochebin, dans les pieds, si on peut le dire ainsi, du président de la République, d'Emmanuel Macron. Il est maintenant dans les 18 derniers mois de son mandat, 20 derniers mois. Et au fond, beaucoup de ce qu'il a fait semble être remis en cause. On le voit aujourd'hui, y compris la réforme de la retraite, on va en parler. Et pour lui, il me semble, et j'en avais parlé avec lui à maintes reprises, que dans cette situation tellement singulière, le mot est faible, à certains égards dramatique, dans laquelle se trouve la France, il a maintenant un objectif. Cet objectif, parce qu'il sait que c'était quelque chose qui manquait à la France, c'est de faire en sorte que nos partis politiques, la France elle-même, rentre plus dans cette logique de coalition, qui est une logique dans laquelle rentrent toutes les démocraties, je mets entre guillemets modernes, européennes, parce que la fragmentation de nos systèmes politiques fait que plus aucun pays ne peut aujourd'hui gouverner avec un parti majoritaire. Donc, si on s'arrête vraiment c'est très important. Au calcul très immédiat que fait Emmanuel Macron, il a été élu en 2017, réélu en 2022, dissolution qu'on peut considérer comme ratée objectivement qu'on puisse dire, oui. En 2024. Mais enfin, il a réussi à prolonger de fait son pouvoir. Il a gardé une grande partie du pouvoir avec des ministres qui sont des relais à des postes clés. Est-ce qu'il a raison simplement de tenter sa chance ? C'est pas ce que je dis, c'est son rôle, ce sont les institutions. Je parle d'un point de vue de son héritage politique. Son héritage politique, il faut dire les choses comme elles sont. Darius Rochebin. Et il est en train de se réduire, et de se réduire comme peau de chagrin. Donc, aujourd'hui, il y en a un nouveau, c'est qu'il souhaite être le président de la République qui aura enfin réussi à faire passer cet esprit de coalition dans les partis français. On en est très loin, on le voit. Mais voilà, me semble-t-il, ce qui le motive. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été de ceux qui ont considéré que jamais il ne démissionnerait, d'abord pour des raisons personnelles que je viens d'évoquer à l'instant à votre micro, également pour préserver, évidemment, les institutions de la Ve République, mais qu'il fera tout également pour ne pas dissoudre. Aujourd'hui, cela a-t-il un coût ? Vous êtes une des personnalités les mieux armées, je dis toujours, et j'insiste là-dessus, et c'est vraiment très à votre crédit, des rares hommes et femmes politiques qui ont vraiment tous les chiffres en tête. Et c'est un signe très important. Tout ça a-t-il un coût ? Bien sûr que ça a un coût. Quel coût ? On l'a chiffré depuis, puisque on peut partir, et vous avez raison de le faire ce soir, on part en fait de la dissolution. De la dissolution. Et de ses suites, et de l'attente, de ce qu'on vit là. Et de ce qu'on vit là. Et je signale, pardon, par parenthèse, que Sébastien Lecornu est arrivé à l'Élysée, ce qui peut être, ça peut être la suite des discussions, mais ça peut être le signe que les choses s'accélèrent effectivement pour l'annonce d'un gouvernement. Donc, on a chiffré effectivement, depuis la dissolution, ces allers-retours, ce 4e gouvernement, parce que c'est ça dont il s'agit, ça a coûté en plus, je dirais, du fonctionnement de l'État, entre 15 et 20 milliards. Ça veut donc dire que, je dirais, notre dysfonctionnement démocratique, et encore une fois, cet objectif après lequel court le président de la République, nous a coûté à ce stade, en 12 mois, entre 15 et 20 milliards. C'est colossal. C'est colossal. C'est absolument colossal. C'est précisément les économies d'un budget. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est ça.
ce que nous vivons aujourd'hui. Ça paraît fou. C'est entre 15 et 20 milliards. Voilà. Avec l'impact, bien entendu, parce qu'il y a un impact important donc, sur la croissance. Et on a bien compris que ce n'est pas la faute à un tel ou une telle, mais de fait, le désordre politique... C'est ce que je viens de dire. Donc voilà, donc ça veut dire qu'évidemment, si on continue comme ça, eh bien, l'addition va évidemment s'alourdir. Mais au-delà de ça, il y a évidemment... le regard, et moi j'insiste vraiment beaucoup, parce que on est très, et c'est normal, on est très en ce moment centré sur nous-mêmes. On a l'impression que le monde n'existe plus autour de nous. Du reste, il suffit de regarder les émissions des uns et des autres, c'est 24 heures sur 24, breaking news. Oui, mais c'est normal, c'est le gouvernement, c'est pas... c'est normal, c'est pas une association de boulistes. C'est ce que je dis. Donc on est donc centré sur nous-mêmes, mais on en oublie le regard que les autres ont sur nous-mêmes. Et je dois le dire, et ça me désole, vous le pensez bien, vous connaissez ce que j'ai fait en Europe et le regard que j'ai sur l'importance du rôle de la France en Europe. Les agences de notation, qu'est-ce qui se passe? On imagine là, c'est fermé, c'est dimanche, mais demain matin, quand Kevin de chez Moody's et l'autre de chez Standard & Poor's arriveront au bureau et vont devoir comprendre ce que c'est que l'UDI, qui ne veut plus vraiment participer au gouvernement, etc. Vous savez, ils attendent un peu, ils vont attendre maintenant, parce que les agents, ils vont attendre maintenant, puisque comme vous le savez, donc Moody's va donner sa note donc le 23 octobre, donc on est très très près maintenant du but. Je rappelle qu'on était A3, c'est-à-dire qu'on était la dernière catégorie des AA, donc il n'est pas impossible que là aussi, comme l'a fait Fitch, on retombe dans un simple A, comme on dit, single A, ce qui fait qu'on soit largement dégradé, on verra. Et ça aussi, ça aura un coût. Et bien entendu que ça aura un coût, parce qu'à partir du moment, encore une fois, ces notations, ça sert à quoi? Ça sert précisément au Kevin, comme vous les appelez, eh bien de mettre un prix sur le risque France. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais l'instabilité augmente le prix du risque France. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on va être en faillite, que la famille... Je l'ai dit et redit, certainement pas. Non. On est sur une pente, on est sur un toboggan. Ce toboggan, il ne fait que s'accélérer, mais nous avons effectivement 6 000 milliards d'euros d'épargne en France, ce qui c'est une sorte de matelas. Et au fond, les agences de notation, vous savez, ils ne s'embarrassent pas, ils ne font pas de politique. Ils se disent, si jamais il y avait un moment, un risque, un défaut de paiement, je rappelle qu'on est aussi le premier émetteur en euros au monde, et bien à ce moment-là, on sait qu'un gouvernement en catastrophe, en dernier recours, pourrait faire appel à l'épargne, et c'est ce qui fait qu'on est encore tenu et qu'on a sans doute des notations qui est sans doute meilleure que la situation politique dont on vient de parler ne nous permettrait d'avoir dans d'autres pays. Thierry Breton, question très immédiate, d'actualité très immédiate. Tout à l'heure sur ce plateau, Julien Arnaud arrivait avec les dernières informations sur ce que serait un gouvernement avec beaucoup de hauts fonctionnaires, beaucoup de personnalités dites techniques. En fait, elles ont souvent une couleur politique, mais enfin, c'est beaucoup de hauts fonctionnaires, de gens, d'ailleurs pour certaines très respectés, comme Laurent Nunez, préfet de police de Paris. On parlait de Thierry Burkhardt, le général. On parlait de personnalités de ce genre-là. Je reçois beaucoup de SMS de hommes et femmes politiques de tous bords, qui sont assez sceptiques, qui disent un gouvernement de hauts fonctionnaires n'est pas forcément bon pour l'image de la France. Ça donne l'image d'un pays qui n'arrive pas à avoir un cap clair. Vous savez, Darius Rochebin, la mission, le service de l'intérêt général de ses concitoyens, c'est quelque chose. Et ça ne s'improvise pas. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque je fais partie de ceux qui ont eu à la fois une vie de chef d'entreprise. J'ai démarré du reste ma vie professionnelle en créant ma propre entreprise, ma propre PME moi-même. J'ai dirigé des grands groupes, mais j'ai été aussi appelé par Jacques Chirac pour être ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement Raffarin, puis dans le gouvernement Villepin, et puis effectivement la commission. Donc j'ai appris progressivement à avoir cette double culture. Mais je dis bien, j'ai appris, parce que ça ne s'improvise pas. Le service de l'intérêt général, comprendre la complexité, la force, l'importance, et aujourd'hui plus que jamais, de nos parlementaires, de nos chambres, du Sénat, du Parlement, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui ne tombe pas du ciel. Or, nous sommes dans quel moment aujourd'hui? On est dans un moment politique. On le dit, encore 18 mois. Certains et donc, vous diront, voilà, on a 18 mois. C'est la technocratie, c'est-à-dire c'est la technocratie dans toute sa splendeur qui reviendra au pouvoir, ou qui se maintiendra au pouvoir. Ne faisons pas de procès d'intention, Darius Rochebin. Ce que je dis simplement, c'est que le moment dans lequel nous sommes est un moment qui est éminemment politique, où il va falloir effectivement avoir des femmes et des hommes qui sont en interaction avec le Parlement, car oui, au fond, ce dont vous discutez à longueur d'heure, et ce n'est pas une critique, c'est au contraire, je crois, très nécessaire pour informer nos compatriotes,
tous les jours en ce moment, c'est précisément de la façon dont le Parlement va réagir. Il faut donc des femmes et des hommes qui soient en interaction, qui parlent le Parlement. Est-ce que nous vivons une heure où la France, de fait, s'affaiblit? Vous avez articulé ce chiffre de 10 à 15 milliards. Indépendamment de la dégradation par les agences de notation. Bien sûr, ça a un coût supplémentaire. Moody's, c'est le 23 octobre. C'est le 23 octobre. 23 octobre. Vous faites, ce sont vos chiffres, la comparaison avec l'Allemagne et tous ceux qui sont inquiets depuis des années de la disproportion entre la puissance allemande et la puissance française regardent ces chiffres avec angoisse parce que ça risque de s'élargir encore. Population, l'Allemagne qui est devenue depuis la réunification, évidemment, le géant démographique de l'Europe. En termes de PIB, la différence est énorme. Oui, alors c'est intéressant effectivement de s'arrêter une seconde sur ce petit graphique. On voit d'abord que le PIB effectivement est de 25% supérieur à celui de la France. On voit en revanche que la dette, elle est d'un tiers de moins que la nôtre, et à 2500 trillions, donc, et nous 3400. Et puis l'endettement par rapport au PIB, 62% pour l'Allemagne, et nous pratiquement le double. L'Allemagne, je le dis aussi à nos concitoyens et à nos compatriotes, l'Allemagne, c'est aujourd'hui 66 ans pour le départ en retraite, et dans 2 ans, ce sera 67. C'est ça ce qui se passe de l'autre côté du pont. Alors qu'on comprend qu'aujourd'hui, la France va reculer. L'Allemagne, on verra bien. L'Allemagne, c'est aussi une réduction du temps maintenant. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais avec un gouvernement qui est un gouvernement, là, de coalition, dans lequel les sociodémocrates, les socialistes, donc, jouent un rôle très important, qui va décider de réduire désormais le temps où on a les indemnités chômage. L'Allemagne, je vais encore le redire, qui est très important, qui vient de décider précisément qu'elle va durcir les lois d'intégration, plutôt d'immigration très importante. Elle va fermer davantage ses frontières. C'est ça notre voisin aujourd'hui. Thierry Breton, on a compris tout à l'heure sur ce plateau, ce sont les socialistes qui le disaient de manière extrêmement claire. La condition de la non-censure pour eux, c'est qu'il y ait une suspension de la réforme des retraites. En clair, vraiment, Allemagne et France divergeraient. C'est-à-dire que l'Allemagne va dans un sens et la France... Je l'ai bien entendu. Et effectivement, on sent bien qu'il faut un totem majeur pour que ces 68 députés, on sait que tous ne vont pas soutenir, il faut qu'il n'y en ait que 25. Si les calculs sont bons, vous voyez bien, on reparle encore une fois uniquement de ce qui se passe à l'Assemblée. Donc ne censure pas le gouvernement. C'est ça, évidemment, dont il s'agit. Et cela aussi aurait un coût, qu'on comprenne bien. Mais bien sûr, ça aurait un coût. Vous nous avez dit, le désordre politique, 10 à 15 milliards, la dégradation... tant de milliards, on verra, et la suspension de la réforme des retraites aurait un coût. Bien sûr, ça aura un coût, ça va avoir un coût, là on le chiffre, c'est 500 millions une année, puis après ça va monter en milliards. Ça aura un coût évidemment politique très important. Et puis il y a quand même une question que moi je me pose. Parce que j'ai été, on l'a rappelé tout à l'heure, un technicien de Bercy. On a mis en place, avec Jean-François Copé, la déclaration pré-remplie. Donc on sait ce que ça veut dire lorsqu'on enclenche une réforme comme celle donc de la retraite. Donc on n'a pas attendu, elle est engagée. Les services informatiques se sont mis en place. Je ne sais pas aujourd'hui vous dire comment on suspend. Et je crois du reste que personne ne peut vous le dire. Ce serait intéressant que vous interrogiez les uns et les autres. Qu'est-ce que ça veut dire que suspendre ? Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. J'ai essayé de regarder dans le détail. Je ne sais même pas, Darius Rosbach, si c'est faisable aujourd'hui. Vous voyez, on voit bien qu'il y a à la fois le discours politique, le totem, est-ce que ça cache et puis une la abrogation réalité. Est-ce que ça cache une abrogation? Alors c'est différent. L'abrogation, il suffit quasiment de tirer la prise. Ouais, et ça, c'est faisable. Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai l'impression que le député socialiste n'a pas voulu du tout s'aventurer sur ce terrain. Oui. Pourquoi ? Donc, pour ça, parce qu'il sait très bien que ce serait à ce moment-là l'explosion de l'ensemble. Et donc, et donc sans doute que les Républicains, mais aussi sans doute une grande partie du socle centriste. Mais soyez encore plus clair. Est-ce que l'arrière-pensée, c'est l'abrogation? En réalité, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il manque. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut avoir le courage de le dire. Cette retraite, elle n'est pas parfaite. On sait très bien. Oui, mais le conclave l'avait bien montré. Il y a un problème majeur sur la pénibilité. Il faut le traiter. Il y a un problème encore qui n'est pas réglé sur les retraites des femmes. Il faut le traiter. Je suis de ceux qui regrettent du reste, je le dis à ce micro, que le patronat ne soit pas allé au bout. Et quelque part, tout le monde a une responsabilité. Comment comprendre, tout le monde a une responsabilité dans ce qui se passe. Que Mme Borne, qui incarnait cela, elle a incarné le 49.3, on pourrait repasser la séquence, elle a la tribune, elle dit on ne peut pas prendre le risque de mettre à la poubelle les 175 heures de débat parlementaire. On ne peut pas prendre le risque de ne pas prendre cette réforme. Et maintenant,
elle a retourné pour des raisons d'opportunisme politique ou pour des raisons économiques? Écoutez, ça, il faudra lui demander. Votre avis à vous? Mais moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Si, je suis sûr que vous avez un avis. Écoutez, j'ai vu qu'un certain nombre d'anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron prenaient des options qui étaient un peu orthogonales par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Est-ce que Mme Borne en fait partie? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait ça? C'est bizarre. Est-ce qu'elle a fait ça? On parle d'une première ministre, on parle pas. Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle est également députée pour tester? Eh bien, écoutez, vous lui demanderez, les deux options sont sur la table. En réalité, si on prend la défense de Mme Borne, est-ce qu'elle a raison? Puisque les Français ne veulent pas travailler davantage, c'est rien d'être plus royaliste que le droit. S'ils veulent prendre une voie différente des autres pays européens, c'est un peuple souverain. Oui, c'est un peuple souverain, mais je le répète, bien sûr c'est un peuple souverain, mais je le répète, nous avons 170 milliards de déficit. Ouais. On est peut-être un peuple souverain, mais on n'est plus souverain pour nos finances publiques aujourd'hui. Un peuple a le droit de faire le choix de décliner. On n'est plus souverain. S'il veut décliner, un peuple est libre de décider de décliner. On n'est plus souverain pour nos dépenses publiques. Si nous étions dans la situation de l'Allemagne, c'est-à-dire avec 60% d'endettement, je rappelle qu'en 2007, on était à 60, on était comme l'Allemagne, on était à 62 et quelques, l'Allemagne était à 67. Alors oui, on pourrait faire le choix. Vous savez, le Portugal vient de décider... Très bon résultat. Très bon résultat. Et vous savez ce qu'il vient de faire? Il va augmenter les retraites. Eh bien oui, mais pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé avant. Alors nous quoi, Darius Rochebin? On voudra voir le beurre et l'argent du beurre? Pas faire les efforts et avoir tout de suite les bénéfices? Eh bien, inspirons-nous peut-être du Portugal. On en est loin là. C'est la voie inverse qui est en train d'être prise. Mais c'est bien la raison pour laquelle, encore une fois, nous prenons des engagements parce que nous sommes aujourd'hui tous liés à travers l'euro. Et nous avons signé des traités. Et la France, c'est pas rien, Darius Rochebin. La France les piétine, on a vu. C'est pas rien, la France. Les critères de Maastricht les piétinent. Pardon de le redire, c'est pas rien, la France. Ah. C'est la 2e puissance économique européenne, c'est la 7e puissance mondiale. Et alors quoi? On serait les seuls au monde à pas tenir notre parole? Eh bien, moi, c'est pas ce que je souhaite pour notre pays. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on abrogeait, puisque c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, la réforme des retraites, alors que nous savons que ça fait partie précisément des engagements nécessaires, des réformes structurelles nécessaires pour revenir à un équilibre lointain, certes, trop sans doute, de nos finances publiques, alors oui, une fois de plus, la France va se mettre au banc de l'Europe, et ça, je ne le veux pas. Alors que dites-vous aux hommes, femmes politiques? Bien sûr qu'on les entend, qui disent, ils sont d'accord avec vous, mais ils se disent... Tant pis, pour que ce gouvernement survive, il faut faire des sacrifices et tant pis si en termes de crédit politique on n'est pas très sérieux, mais au moins on gagne quelques mois de pouvoir, ça se défend. L'histoire nous apprend que généralement quand un effort est à faire, c'est pas en ne faisant pas qu'on règle le problème, c'est l'inverse. Souvenez-vous de Churchill, c'est une situation tout à fait différente. Mais enfin malgré tout, on a... accepter l'humiliation pour ne pas avoir la guerre. On a l'humiliation et le déshonneur. Et bien entendu, le déshonneur et la guerre. Alors, je crois qu'il faut aussi qu'on s'inspire un peu de l'histoire. Parce que nous vivons un moment où le monde nous regarde, et quelque part, qui est un moment historique pour nous. Ce renoncement dans lequel nous sommes entrés depuis maintenant plusieurs années, c'est un renoncement qui place la France dans une situation historique. Alors, pendant combien de temps on va renoncer encore ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et du reste, vous voyez bien, il y a autour des plateaux que vous invitez des femmes et des hommes qui sont des républicains, qui sont des femmes et des hommes qui se battent pour notre pays. Et tout le monde est malheureux, tout le monde est malhabile. Parce que, Darius Rochebin, on voit également que des deux côtés d'un socle républicain qui est représenté au Parlement européen, qui est le socle républicain de la droite centriste, du centre et de la gauche de gouvernement, eh bien ce socle-là, il est attaqué. Il est attaqué et par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Et aujourd'hui, si jamais ce socle-là ne réussit pas à transcender ces discussions un peu boutiquières. Et pardon, vous dites on sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va s'écraser, il va s'écrabouiller pour finir comme une peau de chagrin, et on aura une toute autre Europe et une toute autre France. Vous parlez d'extrême gauche, c'est ni l'extrême gauche ni l'extrême droite qui est en train de vouloir suspendre la réforme des retraites. C'est le bloc central. Nous disons donc la même chose. Ouais. Ça veut dire que ce socle-là, il faut peut-être aussi qu'il voit peut-être un tout petit peu plus loin que le bout de son nez, et qu'il voit qu'il a un rôle historique à jouer dans ce moment que nous vivons. Voilà. Et ce moment que nous vivons, c'est précisément un socle qui a su se mettre d'accord, encore une fois, dans un pays comme l'Allemagne. On a la droite, et la droite allemande, la CDU, c'est pas détendre. Et on a la gauche, et la gauche, les SND, c'est pas détendre non plus. Eh bien, ils se sont mis d'accord.
ils se sont mis d'accord pour diriger l'Allemagne en ayant, encore une fois, des agendas politiques différents, mais dans l'intérêt de leur pays. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle les informations que nous sommes en train de vivre en direct. En ce moment, Sébastien Lecornu est à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avec le président de la République. Il discute très certainement de la liste des ministres avec la possibilité d'arriver à une liste finale dans les minutes ou les heures qui viennent, puisque c'est peut-être le calendrier qui est en train de se fixer. Et les noms qui circulent sont des noms de beaucoup de personnalités techniques, ou en tout cas de hauts fonctionnaires, ou en tout cas de personnalités qui n'ont pas une image politisée extrêmement. Laurent Nunez, par exemple, le préfet de police de Paris, qui a été très estimé dans ses diverses fonctions. Qui a déjà une expérience gouvernementale. Qui a une expérience gouvernementale. Des gens comme Thierry Bourcart, le général, qui pourrait être aux armées, mais aussi des personnalités qui ont une couleur politique, mais qui ne sont pas des présidentiables. Par exemple, Roland Lescure, dont on parle, ou Jean-Noël Barrot. Quel regard vous portez sur ce type de profil, si c'était un gouvernement qui ressemble à cela? Mais ce sont des profils tout à fait estimables, mais on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il me semble que ce qui est absolument fondamental, c'est d'avoir un gouvernement qui sache interagir avec le Parlement. Voilà, je n'ai pas aucun conseil à donner, par expérience. Vous savez, lorsque j'étais ministre, j'ai passé 6 semaines, nuit et jour au Parlement européen, parce qu'il avait été décidé que nous devions privatiser Gaz de France, et les oppositions de tous bords du reste, y compris à droite comme à gauche, avaient déposé, Darius Rochebin, 140 000 amendements. Jean-Louis Debré, qui était le président de l'Assemblée nationale, les avait tous mis sur le bureau du président, ça montait jusqu'au sommet de la coupole. Voilà, donc ça, il faut savoir le gérer, il faut apprendre. C'est des moments qui sont des moments singuliers, c'est des moments qui ne s'improvisent pas, et on est dans un temps, encore une fois, où le Parlement joue un rôle essentiel. Et je pense que le gouvernement, me semble-t-il, je n'ai aucun conseil à donner, doit être cette interface-là et pas autre chose. Quelles sont les raisons profondes de ce que nous vivons? On vit ce moment, on y reviendra dans quelques instants avec le débat Guénaud-Apathy, où le bloc central, qui devrait être ce que vous espérez, au fond c'est votre famille politique au sens large, une espèce de bloc très solide, européen, raisonnable, etc., s'entretue. Monsieur Édouard Philippe, qui a appelé à la démission à une présidentielle anticipée du président de la République. Gabriel Attal, qui a eu des mots extrêmement durs sur le président de la République. Pourquoi ? Oui, on peut dire qu'il s'est passé aussi la même chose, si j'ai bien compris, chez les Républicains. Quant aux socialistes, c'est pas triste non plus. Voilà, bon, on va pas donc chacun doit sans doute balayer devant sa porte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on manque de leadership. Vous savez, c'est le mot, je l'utilise souvent, vous savez, et c'est le mot que l'époque appelle. Dans des situations aussi difficiles, dans des situations qui sont des situations de transition, où beaucoup est en jeu, et où beaucoup se joue, eh bien il faut du leadership. Et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui. C'est sans doute ça, du reste, la question que vous posez. Où est le leadership aujourd'hui ? Regardez le sondage produit par la Tribune du Dimanche ce matin, réalisé, il faut bien le préciser, 9 et 10 octobre. Donc évidemment, les événements qui s'accélèrent peuvent faire revoir aux gens leur position, mais l'avance très marquée du camp nationaliste. Jordan Bardella, 33%, Marine Le Pen, 33%, Marion Maréchal, 24%. C'est le podium, les 1, 2, 3 du podium sont dans la galaxie RN. Et puis après, ça descend. Édouard Philippe, qui a été longtemps un chouchou des Français, qui semble avoir payé, pour l'instant en tout cas, Bruno Retailleau, dont la position n'est pas toujours comprise visiblement. Gabriel Attal, moins 5 points. Oui, enfin, il y a deux éléments dans ce sondage. Je vais y revenir dans un instant. Il y a évidemment tout ce qui se passe, évidemment, sur ceux qui sont en tête du champ des sondages, et je vais y revenir, disons, entre 30 et 35%. Je vais y revenir parce que c'est quelque chose que l'on voit évidemment en Europe, il faut s'arrêter quand même une seconde. Et puis vous avez ensuite ceux qui sont quelque part, allez, disons-le, et je ne porte pas de jugement sur les hommes, mais ce sont les victimes de ce qui s'est passé. Que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, et dans une certaine mesure, qui a pris une balle perdue également, on se demande pourquoi, Gérald Darmanin, en voilà donc 4 qui étaient évidemment sur les listes de départ et qui sont aujourd'hui... C'est un peu injuste pour Gérald Darmanin, il n'a pas bougé, oui, c'est injuste, mais pourtant oui, c'est pour ça que lui, il a un effet collatéral. Bon, vous savez, c'est la gloire de mon père. Avec une balle, c'est la Bartavelle, on en tire plusieurs. C'était son anniversaire hier ou avant-hier, ça lui fera plaisir que vous pensiez à lui.
il faut pas en sourire, mais c'est quand même, voilà, ça montre donc bien, là, encore une fois, que c'est pour ça que je revenais tout à l'heure au leadership. Mais je voudrais revenir un instant sur, puisque sur ceux qui sont en tête. Objectivement, pour eux, c'est un succès énorme. Bien entendu, c'est 33, incontestable. 24, c'est vrai que pour l'instant, ils ne bougent pas et ça monte, mais ça plafonne. Ça monte, du reste, partout en Europe. Et je voudrais le dire ce soir. Ce qu'on voit, évidemment, c'est pas uniquement une singularité française. On le voit également en Allemagne, avec l'AfD, dont je rappelle que l'AfD est désormais le premier parti devant la CDU. L'AfD qui n'a été créée qu'en 2013. Donc c'est un parti jeune. En Espagne, Vox, parti d'extrême droite, il a aussi été créé en 2013. Donc on a depuis 2013 cette vague progressive qui monte, qui se stabilise autour de 30%, 35%, et qui va appeler ensuite, avec ou sans succès, donc, parce que personne ne peut gouverner un pays avec 30%, même M. Babiš, comme vous le savez, est le en République tchèque. En République tchèque, Androuš Babiš, qui a gagné les élections donc la semaine dernière, qui maintenant lui aussi donc qui a évolué, il était du centre, il est maintenant à l'extrême droite, qui va avoir à créer des coalitions. Chacun maintenant avec 30% vont devoir créer des coalitions. Alors ces coalitions, ou bien elles sont faisables, parce qu'on va continuer à fragmenter le socle central, ou bien c'est le socle central qui se ressaisit et qui peut proposer une alternative. Est-ce que vous le prenez pour vous? Vous êtes l'incarnation, Thierry Breton, au fond, d'une sorte c'est Alain Minc, je crois, qui parlait du cercle de la raison. Voilà, ces dirigeants dont on ne sait même pas très bien si vous êtes de gauche ou de droite. Vous êtes de gauche ou de droite, vous? Mais moi, j'étais chiracien. J'ai toujours été chiracien. Très centriste, quand même. Oui, Monory et Chirac, oui. Vous êtes un homme de droite? Oui, bien sûr. Vous êtes quand même de droite? C'est clair, avec Monory et Chirac, oui, je suis un homme de droite. C'est absolument clair. Je pense que dans l'esprit des gens, je pense que vous faites partie de cette grande... cette grande galaxie de centre-droit, dont certains pensent en réalité qu'elle a démérité, en tout cas les sondages le montrent. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, oui, on le voit. Mais c'est bien pour ça que je vous dis, il faut d'une part un esprit de coalition, et deuxièmement, il faut voir si cet esprit de coalition, il sera plus fort que ce qui se passe, et en particulier ce qui se passe à la droite extrême de l'échiquier, qui, encore une fois, c'est pas un élément conjoncturel, il ne faut pas croire. C'est une force très profonde, dans laquelle les aspects, par exemple, identitaires, sont des aspects qui jouent partout en Europe. On ne peut pas les balayer d'un revers de main. Donc les questions qui sont posées sont des questions absolument fondamentales. Les dynamiques sont là, elles sont plafonnées. Et donc, elles vont, elles aussi, avoir la nécessité, si elles veulent gouverner, du reste, on l'a souvent dit, le Rassemblement national ne voulait peut-être pas encore être appelé parce qu'ils savaient qu'ils auraient du mal à avoir une majorité. On voit donc que cette recherche de la coalition, qui est, je l'ai redit, est sans doute le dernier héritage ultime après lequel court le président de la République Emmanuel Macron un certain nombre indispensable de signaux en ce sens. Vous êtes bien placé pour noter, vous l'avez fait, que partout en Europe, il y a des restrictions du regroupement familial. Bien sûr, en Allemagne. Des restrictions de l'immigration. En Allemagne, bien entendu. Alors, la Grande-Bretagne vient de l'annoncer, alors c'est pas le principe de l'Europe, mais c'est vrai aussi en Autriche, on le voit, c'est vrai aussi en Belgique. Danemark, Suède. Le Danemark, ils n'en sont pas encore, parce qu'il y a moins de regroupement familial, mais en Belgique, il y en a beaucoup, donc ils commencent à freiner. L'Allemagne, je viens de le dire. Voilà, donc oui, la Grande-Bretagne de façon très brutale, et c'est pourtant un gouvernement de centre-gauche. Donc on voit encore une fois, et je le dis, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux ce qui se passe. C'est beaucoup de calme, mais beaucoup de sérieux. Ces mouvements, cette vague dont on parle souvent, qui a une double origine. L'origine d'abord de tous ceux qui ont encore l'âme russe. Et c'est ces 20 ou 30% de population des pays baltes qui parlent russe en Bulgarie, en Roumanie, qui sont très travaillés par Poutine. Ceux-là sont des... Et du reste, également dans les 3 Länder d'Allemagne de l'Est. Ouais. Ceux-là, et je le dis parce que je passe ma vie à courir l'Europe, ceux-là sont... pour beaucoup d'entre eux, des nostalgiques. Thierry Breton, c'est vrai de la Pologne. On ne peut pas dire que la Pologne est travaillée par les Russes. La Pologne a une politique très anti-migratoire. Écoutez-moi bien, si je peux me permettre. Je viens de parler des 20 ou 30% de population russophone. Ce n'est pas le cas de la Pologne, elle n'est pas russophone. J'ai parlé des 3 pays baltes, j'ai parlé de la Bulgarie, j'ai parlé de la Roumanie, on peut parler aussi de la Hongrie. Eh bien oui, dans ces pays, cette nostalgie qu'on peut ressentir pour l'âme russe a été utilisée par Poutine pour faire pousser les extrêmes et l'extrême droite. Mais il y a une autre vague, qui est celle qui est plus trumpienne,
qui nous traverse également. Et c'est ce mélange des deux qui crée, je dirais, la dynamique dont on parle ce soir. Est-ce que c'est une autre Europe qu'on va voir devant nous, c'est-à-dire une Europe en réalité, par exemple, qui, contrairement aux idées de Schengen, de Dublin, considère qu'il faut des frontières, que c'est une idéologie discutable, qu'il fallait abattre les frontières? Non, on peut très bien faire du commerce avec des frontières, ça n'interdit pas. C'est une Europe qui est travaillée par les tendances que je viens de décrire, qui est aujourd'hui en train de se créer sous nos yeux, de se modifier, c'est une évidence. Est-ce que finalement ça veut dire le retourner aux frontières? Je n'y crois pas, parce que vous savez, c'est comme Madame Meloni, une fois qu'on est au pouvoir, le principe de réalité revient très vite. Donc je pense que ce principe de réalité fait qu'on est quand même très content d'avoir Schengen, la libre circulation des personnes et des produits, mais durcir ce qui se passe à nos frontières de Schengen, oui, bien entendu, c'est ce à quoi il faut s'attendre dans les années qui viennent. Le pacte qui avait été signé, le pacte migratoire, nous permet de le faire. Il va falloir sans doute aller plus loin, parce que ce sera une demande, encore une fois, des populations européennes. Thierry Breton, je vous lis un tweet de Gérard Haraud. Il est souvent sur notre antenne. Il faut toujours passer par ceux qui ont la dent la plus dure. C'est intéressant parce qu'il voit la réalité sous l'angle le plus cruel. Les Français rêvent de vivre dans un camp de vacances et une maison de retraite. Autour d'eux, la révolution technologique s'accélère, les tensions géopolitiques s'exacerbent et nos concurrents s'y préparent. Est-ce que vous partagez un constat aussi dur? Vous parliez tout à l'heure de la réforme des retraites. Les Français n'ont pas envie de travailler davantage et ils ont d'ailleurs élu des gens à tort ou à raison. Et c'est un peuple souverain, libre, il peut faire ce qu'il veut. Chacun sa méthode d'expression. Gérard Haraud a choisi le tweet. En ce qui me concerne, j'ai choisi le livre. Il sortira le 23 octobre. Je vous invite peut-être à le lire si vous avez un peu pour répondre à cette question. Mais si vous le lisez, vous verrez qu'en un tweet, on peut dire la même chose qu'en 420 pages. C'est mon sentiment. Le risque du déclin, alors Dieu sait si on a manié des fois avec excès le thème du déclin, mais est-ce que le risque du déclin est là? C'est qu'on fait trop de concessions à la politique aux dépens de l'économie? Mais bien entendu. Bien entendu que le risque du déclin est là, en tout cas pour la France. Le déclin, c'est quoi? C'est un terme très vague. Pour moi, le déclin, aujourd'hui, quand on fait partie du projet européen, le déclin, c'est le poids de la parole de la France. Alors le poids de la parole de la France, il est toujours là. Mais la question qu'il faut qu'on se pose tous collectivement, est-ce qu'on est entendu quand on parle aujourd'hui? Et moi, je vais vous donner la réponse. En ce qui concerne précisément la façon dont on gère, dont on traite, dont on considère nos finances publiques et la façon dont on piétine les engagements qu'on a pris, eh bien non. Aujourd'hui, la France n'est plus entendue comme elle devrait l'être. Et croyez-moi, ça m'attriste. Est-ce que c'est ça le déclin ? En tout cas, c'est une forme de déclin sans doute. Mais est-ce que c'est rédhibitoire? Certainement pas. Et c'est là où il faut avoir des femmes et des hommes qui disent maintenant, ça suffit, on y va. Allez-y. En début d'émission, vous nous disiez que vous avez été testé pour être ministre. Allez-y Thierry Breton, il y a une liste qui est en train de se faire. C'est pas un ministre qui fera les choses. Vous les appelez, ils sont là, ils sont en ce moment à l'Élysée, vous pouvez vous les appeler. Mais peut-être avez-vous été testé également? Non, je ne sais pas, je vous rassure. Très bien.